Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les réussir l'implantation est-il dans un mode durable. Ça va être un webinaire d'environ 1 heure. Il va y avoir une période à la fin pour les questions. Bienvenue à tous. On va également s'assurer tout au long de la formation, pas la formation, mais du webinaire, que la technologie répond bien. Si jamais il y avait quelques problèmes, quelques troubles technologiques, n'hésitez pas, il y a du soutien en ligne, donc faites juste peut-être à travers le clavardage soumettre ou émettre vos préoccupations et il y aura quelqu'un qui va venir vous aider rapidement. Également, à la fin de la session, tout est enregistré, donc vous allez recevoir une copie électronique à travers un courriel de la part de Technologia, évidemment, pour faire suite, non seulement avoir une copie de l'audio et de la présentation, mais également toutes les questions qui auront été posées seront répondues et on pourra vous donner également un écho suite aux rétroactions qu'on a reçues pour s'assurer que ça vous permet d'avancer dans vos différents dossiers d'implantation utile. Donc, plusieurs d'entre vous probablement me connaissez déjà de par mon rôle ici chez Technologia, formateur depuis plusieurs années, conseiller en organisation dans la mise en place de ces principes-là. Les discussions qu'on va parler aujourd'hui vont traiter beaucoup de la mise en place, l'adoption des bonnes pratiques utiles pour assurer qu'elles restent pendant longtemps, pour s'assurer que l'organisation, autant l'organisation d'affaires que l'organisation TI continue de bénéficier. Donc, c'est plus du côté expérience d'implantation qu'on va puiser durant la session. Également, bon, on le sait, Technologia a beaucoup d'expérience au niveau des formations, mais les formations sont adaptées effectivement pour reproduire les expériences terrain que vous aurez à remettre en place chez vous dans vos organisations. Différents sujets s'inscrivent à l'intérieur de la présentation. On va parler premièrement de définir c'est quoi un succès, une implantation avec succès. Définir comment la résultante répond bien à l'intention d'origine. Deuxièmement, comment on fait pour s'assurer que c'est durable au-delà uniquement du moment du projet ou de la mise en place, s'assurer que nos clients vont continuer à bénéficier de tous les efforts qui ont été faits et de la technologie qu'on a mis en place au-delà de seulement quelques mois ou quelques années et que ça va continuer à aller de l'avant. Donc, comment y arriver, les étapes à prendre, les précautions, comment s'y préparer, comment en parler de notre démarche. Souvent, c'est une démarche qui va émaner des TI, on le sait, mais on doit souvent amener l'organisation à pousser l'adoption à même leur organisation, leur unité d'affaires. Également, s'assurer que on a un mécanisme au-delà du moment pour s'assurer que l'amélioration continue, la gouvernance de nos services, de nos processus va également trouver sa place. Ces éléments-là sont tous, en passant, font tous partie de ce qu'on appelle l'approche Practitioner ITIL, qui est une des dernières publications ou certifications qui est apparue dans le domaine de la gestion de services TI. Vous en avez possiblement déjà entendu parler, mais c'est un peu de ces principes-là qu'on va parler et transiger tout au long de la session aujourd'hui. Également, j'ai oublié de mentionner, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la fin, on aura une période d'environ 10 minutes pour pouvoir répondre à certaines d'entre elles, celles qui semblent les plus adaptées, les plus urgentes à répondre peut-être. Et par contre, les autres réponses feront suite à l'envoi de la présentation par la suite. Donc, certains des éléments qui définissent une implantation réussie, évidemment, s'assurer qu'on livre des résultats tangibles. Donc, pour dire des résultats tangibles, ça veut dire qu'il faut comprendre les besoins assez précis de l'organisation et définir également des éléments qui vont nous permettre de mesurer l'atteinte de ces objectifs-là. Prévoir des rencontres avec les clients et sortir de ces rencontres-là avec des attentes de leur part, des attentes formalisées qui vont tout au long du projet, vont être inscrites dans la stratégie de mise en place, qui vont être inscrites dans la façon de mesurer les résultats et de nous assurer que tout au long de la démarche,
si des compromis ont à être faits, on préserve toujours l'atteinte des résultats, des bénéfices qui avaient été visés dès le départ. Et c'est souvent un des éléments les plus cruciaux pour assurer la réussite, pour assurer le bénéfice de la démarche, parce qu'on le sait dans ces genres de projets-là, souvent différents éléments nous forcent à faire des compromis, mais si on connaît tout de même la cible, à la fin, le compromis ne nous égare pas de notre chemin visé. Quoi d'autre également? Avoir du personnel qui comprend pourquoi on fait cette démarche-là, s'assurer que les équipes réalisent l'ampleur un peu de la démarche, la nature de la démarche, pourquoi on fait les choses, et s'assurer également d'impliquer non seulement notre propre personnel au sein des pays, impliquer également les parties prenantes, que ce soit des clients importants, que ce soit des fournisseurs importants pour nous, que ce soit également du personnel clé qui auront un rôle à jouer dans la promotion de la démarche elle-même. On va souvent parler de certains rôles comme les propriétaires de processus, comme les gestionnaires de processus, qui auront un rôle assez important et crucial à jouer de par justement leur aide à implanter ces notions-là dans leur propre équipe et à soulever peut-être toute difficulté d'adoption, soit au sein de l'équipe TI, soit avec la clientèle. On va aussi parler de s'assurer que nos processus s'intègrent bien avec d'autres processus. On peut penser à des processus, l'embauche au niveau des ressources humaines, le processus d'acquisition et de placement de commandes. Nos processus TI souvent vont devoir connecter adéquatement. Donc, connaissant bien ces processus-là en place, on est capable de prévoir l'intégration de nos processus, que ce soit gestion, si je peux prendre comme exemple dans IT, on a des processus comme la gestion des fournisseurs, comme la gestion des demandes de services, donc on appelle ça l'exécution des requêtes, s'assurer que le quotidien coule bien avec les autres éléments et surtout si jamais il y a lieu, connecter avec également les éléments de gestion financière pour s'assurer que tout est bien colmaté. S'assurer que notre projet s'inscrit à répondre à des besoins à court terme, mais également la visée à long terme de nos clients. Évidemment, bon, pour réussir, il y a plusieurs aspects, plusieurs livrables que notre projet devrait réaliser, que ce soit de la documentation, que ce soit de la définition adaptée des rôles. Un des éléments qui n'apparaît pas à l'écran, mais qui est tout à fait crucial, c'est de définir nos indicateurs de performance de par le projet, mais également définir les indicateurs pour chaque processus qui va livrer une valeur pour s'assurer après coup que la valeur a été livrée et également s'assurer que au-delà de cette valeur initiale-là, on continue à aller de l'avant, on continue à faire croître la qualité des services, des processus qui vont être livrés. Donc, ce sont des éléments qui n'apparaissent pas à l'écran, mais tout à fait essentiels à prévoir dès le début et de continuer à les suivre tout au long de la démarche et au-delà de la démarche du projet. Un des défis, souvent, ça va être d'adapter les rôles que l'organisation a déjà en place avec certains des rôles ou des activités que le processus ou les processus de ETIL recommandent. Il y a une adaptation à faire et c'est probablement un des plus grands pièges que certaines implantations auxquelles j'ai pu pas nécessairement assister, mais entendre parler, qui n'ont pas abouti sur les attentes ou sur les résultats escomptés, essayaient simplement d'appliquer ce qui est écrit dans ETIL, dans les fameuses publications ETIL, sans nécessairement prendre le temps d'adapter à la réalité et d'ajuster peut-être certaines étapes ou certains contrôles ou certaines définitions de rôle qui ne cadrent pas bien avec la réalité terrain. Donc, de réussir à faire la part des choses, autant du côté de l'organisation qui doit évoluer vers les bonnes pratiques, mais également de réaliser que les bonnes pratiques vont devoir évoluer de leur côté également. Un autre élément qui est important, souvent, livrer un processus, ça veut dire d'avoir un outil efficace pour nous aider à faire les choses plus rapidement, avec peut-être un peu plus de facilité, avoir un meilleur suivi de nos activités, la production d'indicateurs et de rapports repose
sur l'utilisation d'un outil. Par contre, l'outil doit être en appui au souhait, au désir de fonctionnement et non pas l'inverse. C'est également un autre piège où souvent des organisations vont simplement utiliser ce que l'outil leur permet de faire sans nécessairement aller plus loin, bien qu'on peut essayer d'optimiser l'utilisation de l'outil au-delà de fonctionnalités de base, tout en étant soucieux de ne pas personnaliser à outrance, parce que c'est effectivement l'autre piège à éviter, de se retrouver dans une technologie qui est trop particulière et qui ne pourra pas suivre la tendance, l'évolution des technologies et des bonnes pratiques à l'avenir. Heureusement, dans le monde utile, vous le savez, beaucoup d'outils sont très efficaces, très performants, très adaptés à bien supporter ces principes-là. Chacun des outils ont leur force, leur faiblesse, c'est de faire le travail avant l'acquisition de l'outil, va beaucoup aider à l'atteinte des résultats optimaux. Si jamais on a fait notre travail à comprendre ce qui est attendu de l'outil. Donc souvent, décaler le choix de l'outil, avoir fait un peu de travail pour comprendre le besoin du processus, afin de choisir l'outil qui est le plus adapté, va être également un autre facteur qui va soutenir le succès, soutenir le résultat réel et avoir à vivre le moins de compromis tout au long du projet. Donc, ces éléments-là sont effectivement des éléments importants. Au niveau où on parle souvent également, un facteur de succès va être la formation que les utilisateurs de l'outil vont avoir ou les utilisateurs du processus vont avoir à recevoir pour comprendre l'intention du processus, pour être capable d'en faire usage et appliquer le gros bon sens au-delà de ce que l'outil des fois va nous suggérer, d'être capable d'aller faire usage de l'outil avec l'intention du processus en tête. Donc, les formations données au moment du déploiement vont être très importantes. On parle aussi des fois de l'importance de la formation de ceux qui vont faire partie du projet pour bien comprendre l'intention des processus. ITIL, heureusement, nous offre différents niveaux de certification, différents niveaux de compétences qu'on peut aller chercher pour se préparer à soutenir notre initiative, pour optimiser les étapes de réalisation, pour soutenir également nos efforts de configuration et de promotion des principes auprès de nos organisations et de nos équipes. Donc, c'est un autre outil à utiliser, tout ce qui est, que ce soit formation officielle ou que ce soit de se ressourcer sur les white papers qui peuvent être disponibles et d'aller voir comment d'autres organisations ont bien réussi dans ce domaine-là à augmenter la qualité des services en utilisant une approche structurée comme ITIL. On a pour vous un petit sondage qu'on aimerait simplement voir quelles sont dans vos réalités les raisons ou les difficultés qui sont les plus grandes, les plus présentes, qui ont peut-être des fois mené à de la résistance ou de la difficulté à atteindre vos objectifs. Donc, prenez peut-être quelques minutes, donnez-nous votre avis, choisissez peut-être la réponse qui est la plus pertinente ou la plus représentative des difficultés dans vos organisations et vous devriez être capable de voir les résultats apparaître à l'écran selon les pourcentages des réponses. Je vais vous laisser quelques minutes là-dessus. Jusqu'à maintenant, c'est le non répondu qui gagne. Donc, on voit déjà résistance au changement qui semble être un des éléments. Donc, résistance au changement, on peut souvent entendre les gens qui reçoivent ces nouvelles façons de faire-là, on leur impose des fois les façons de faire et ne comprennent pas pourquoi. Donc, on peut effectivement interpréter ici que c'est un des facteurs importants. Il y a également en deuxième place, pas de vision claire sur qu'est-ce que le programme ITSM va se trouver à livrer, une incompréhension ou à tout le moins une certaine obscurité de savoir où on s'en va avec tout ça. Donc, des choses intéressantes. Donc, ce qu'on va faire en passant, la résultante du sondage, c'est des choses qu'on va partager avec l'ensemble des participants qui
qui ont pris part et qui peut-être n'ont pas pu se joindre à nous. Donc, tout le monde pourra au moins avoir un avis, tout le moins un écho de ces difficultés-là et elles viennent de où peut-être plus. Si on retourne maintenant à la présentation, merci en passant à tout le monde qui a pris quelques secondes pour répondre un peu à la difficulté. Et ça nous aide un peu à savoir là où, dans nos approches futures, on a plus de travail à faire ou plus d'emphase à mettre sur nos activités de mise en place. Un des éléments de la présentation d'aujourd'hui, c'est également de dire on veut que les initiatives qu'on fait vont avoir des effets durables. Comment on définit qu'un élément est là de façon durable? Ça veut dire que si jamais au-delà du projet, souvent, on le sait, les principes utiles sont mis dans l'organisation en mode projet. Donc, il y a une phase de mise en place du processus, peut-être également de la technologie. Ça fait peut-être partie d'un programme qui est étalé sur plusieurs années dans certains cas. Et comment on s'assure que le projet ou la réussite est durable? Si on regarde au-delà de la période du programme, quelques mois ou quelques années plus tard, est-ce que les résultats continuent à être présents au-delà de l'emphase qu'on a mis auprès des équipes durant le projet? Il y a des rôles qui sont très, très importants dans la mise en place, justement, d'applications durables, de ITIL, des rôles comme les propriétaires de processus, des rôles comme les propriétaires de services, tout l'aspect de gouvernance qu'on voudra définir, pas définir une fois le projet est réalisé, mais définir tout au long du projet pour impliquer ces gens-là qui vont être redevables de la résultante du projet, s'assurer qu'il reste et que les résultats perdurent et continuent non seulement de livrer la qualité initiale suite au projet, mais vont aller au-delà, vont continuer à hériter de l'emphase qui a été mise par le projet et permettre à ces propriétaires de processus-là, propriétaires de services, d'aller plus loin dans leur démarche. Souvent, ça va demander deux choses. Certaines organisations vont vouloir mettre en place une approche formelle pour gérer l'amélioration continue. Donc, de nommer également ce processus-là dans un de nos premiers à mettre en place, au-delà des autres processus qui peuvent avoir une approche plus opérationnelle ou plus tactique, d'avoir un mécanisme d'amélioration continue. Et dans certaines organisations plus matures qui travaillent avec ITIL depuis déjà plusieurs années, ont le principe de ce qu'on appelle le bureau de la gestion de service, un Service Management Office, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on connaît dans le domaine de la gestion de projet. On connaît un PMO dans la gestion de projet et on voit depuis quelques années l'apparition des équipes de gestion de services qui se retrouvent sous le fameux SMO et qui, dans les organisations, permettent de pousser et d'assurer la continuité, l'avancement des résultats des processus et des services. Donc, quand on parle justement de définir une structure de gestion, une structure de gouvernance, souvent va reposer sur ces éléments-là de l'amélioration continue, les rôles de propriétaire et la structure de SMO qui pourrait assurer, premièrement, l'atteinte des résultats visés, mais également d'aller plus loin dans l'avenir. Habituellement, on a mentionné comment y arriver, définir une vision claire. Qu'est-ce qui va être accompli sur un horizon immédiat, à court terme? Qu'est-ce qui va être accompli qui compte être accompli sur un horizon à moyen et à long terme? Donc, définir ce qu'on appellerait un roadmap en anglais, donc le cheminement utile de votre programme. Quelles sont les étapes de réalisation? Quels sont les processus qui vont être les plus rapidement implantés? Quels sont les résultats attendus? Et celles-ci doivent être absolument alignées avec ce que la haute direction de l'organisation et du département informatique aura probablement signifié comme étant les difficultés les plus brûlantes, les plus urgentes à régler, tout en réalisant que le plan n'est pas simplement un ensemble d'initiatives à court terme,
mais également un programme à long terme qui viserait à standardiser, officialiser l'adoption des principes dans leur ensemble et non pas simplement adresser des petites douleurs à court terme. Et c'est également un autre piège où certaines organisations vont se concentrer tellement sur les initiatives à court terme, vont peut-être oublier de définir le référentiel, les éléments du référentiel dans leur ensemble et d'en assurer une bonne intégration, non seulement au sein de ITIL ou des processus de gestion de service, mais également avec d'autres processus qui encadrent d'autres référentiels. On peut penser souvent à d'autres référentiels comme la gestion de projet à travers PMBOK. On peut penser à travers d'autres éléments qui devront être également considérés dans l'approche. Évidemment, j'ai déjà mentionné le rôle du propriétaire, des propriétaires de services. On va en parler encore un peu plus tard dans quelques acétates pour les définir un peu mieux, mais ces rôles-là sont cruciaux dans la conduite de la gouvernance par la suite, parce que ce sont les gardiens de la qualité du service TI qui sera livré aux clients, au même titre que les propriétaires de processus seront nos gardiens de la performance de nos activités et qui deviendront également les personnes décisionnelles pour toute adaptation à votre outil ITSM. Ce sera à eux, les propriétaires de processus, de faire des demandes d'ajustement ou d'optimisation de l'outil ITSM afin de pouvoir aller chercher les facteurs d'efficacité, les facteurs d'efficience qu'on avait visés dès le départ. Et évidemment, prévoir dans l'approche comment le changement organisationnel va avoir lieu. C'est souvent un des enfants pauvres de beaucoup de projets où on oublie de prévoir l'aspect changement humain qui inclut communication, implication des parties prenantes, donc les stakeholders ou le parrain du projet, celui qui va parrainer, celui qui va mandater l'organisation à aller de l'avant, va être également un élément très porteur. Et toute équipe qui va être touchée directement devrait faire partie de notre préoccupation de gestion du changement, qui requiert souvent d'avoir une stratégie de communication et un plan de communication bien défini. C'est un des éléments qu'on voit dans l'approche, entre autres l'approche Practitioner ITIL, qui nous amène à réfléchir comment impliquer, comment rejoindre les parties prenantes pour s'assurer de leur adhésion, de leur implication et qu'ils deviennent eux-mêmes des promoteurs de ces principes-là auprès de leurs équipes. Donc, tout l'aspect gestion du changement organisationnel devient un des éléments dans l'approche ITIL qui est très, très centrale de par les dernières parutions, de par les derniers conseils encadrant ITIL. Comme on le sait, ITIL couvre beaucoup, beaucoup d'aspects. Ceux qui gravitent autour de ITIL le savent. On parle de 26 processus qui sont découpés en 5 étapes. Chaque processus et chaque étape a son intention propre. Donc, j'ai essayé de summariser dans les étapes suivantes un peu les principales préoccupations que chacune des 5 étapes du cycle de vie d'un service doit de garder en tête en tout temps. On commence souvent nos implantations ITIL autour des processus qui appartiennent à l'exploitation de services. Mais rapidement, on évolue vers les processus qui appartiennent à la transition parce que la transition assure un meilleur contrôle sur ce qui aboutit en production. Et rapidement, on voit également que certains processus importants de la conception, on peut souvent penser à la gestion des niveaux de service, on peut penser au catalogue de services qui sont des processus qui qu'on voit apparaître assez tôt également dans un programme ITSM, et selon certaines particularités qui vous sont propres, que ce soit des aspects de sécurité, que ce soit des aspects de performance, que ce soit peut-être l'engagement de certains fournisseurs qui sont cruciaux, qui sont clés pour vous. Certains des processus de conception vont aider un peu à orienter
ces investissements-là de façon plus précise. Donc, garder l'intention de chacune des étapes du cycle de vie en tête en tout temps, parce que nos décisions doivent être alignées avec ces intentions-là. Si jamais on regarde un aspect plus précis, évidemment, c'est illisible ce que je vous présente à l'écran. Si jamais on veut avoir un peu plus de détails, on peut télécharger cette version d'image-là à partir du site web de Quality7. Mais ce document-là représente les 26 processus utiles. Chacun des processus a son intention, son objectif propre, et chacun des processus répond probablement à une ou à quelques problématiques qui pourraient exister dans vos organisations et peuvent être un point de départ dans votre réflexion où commencer. Donc, de connaître de connaître l'intention de chacun des processus va aider à mieux décider de nos premières initiatives, de nos premiers processus qui verront le jour et d'aider à bien orienter, orchestrer notre programme d'amélioration de service qui peut s'étaler, comme j'avais mentionné, sur quelques années des fois. Un des principes les plus importants dans la nouvelle pratique practitioner, c'est de réaliser l'importance d'adapter les bonnes pratiques afin que celles-ci soient adoptées au sein de l'organisation et non pas simplement utiliser ce qui est écrit noir sur blanc dans les bouquins, dans les manuels, mais bien de prendre le temps d'analyser comment est-ce que ces principes-là sont applicables dans mon organisation et établir l'écart entre la bonne pratique et mon organisation et définir la bonne approche à prendre. De quel côté fera-t-on le compromis? Fera-t-on le compromis du côté de la bonne pratique ou doit-on faire le compromis au niveau de l'organisation? Ça va aider à une meilleure adoption, une meilleure implantation et une meilleure adoption à long terme. Donc, quand on parle d'adoption durable, on parle de s'assurer que les gens vont avoir compris que les processus sont là pour les aider à faire leur travail et non pas nuire à leur activité quotidienne tout en étant préoccupés et en comprenant l'importance de certaines des étapes du processus. Donc, pour ces raisons-là, pour toutes ces raisons-là, on va prendre le temps d'analyser un peu plus profondément l'intention des processus, l'intention des rôles qui encadrent la mise en place de ITIL et les faire apparaître à travers l'outil ITSM qu'on déploie au sein de nos équipes, mais l'outil doit être un reflet de l'intention et des compromis qui auront été faits de part et d'autre. On voit aussi certaines préoccupations de bien intégrer ce que ITIL va nous proposer avec peut-être d'autres bonnes pratiques d'industrie. Et on entend souvent parler, on peut entendre certains échos sur le fait que ITIL peut-être dans certains cas peut ne pas être la réponse à ce qu'on cherche à accomplir. Il y a effectivement plusieurs autres pratiques. On peut penser à PMBOK au niveau de la gestion de projet. On peut penser à DevOps, qui est une toute nouvelle approche sur la collaboration entre les équipes de développement logiciel et les équipes opérationnelles qui vont en assurer le soutien. On peut penser à un nombre d'autres pratiques qui sont complémentaires et qui ne sont pas contradictoires et souvent doivent s'appuyer sur des composants des deux ou des multiples approches afin d'accomplir l'intention finale de nos façons de faire. Donc, souvent, il faut réaliser que les bonnes pratiques, les référentiels ne sont pas en collision ou en confrontation, mais bien en complément un des autres. On va voir la page suivante qui a un certain découpage ou un certain chevauchement à reconnaître et ça peut aider des fois nos directeurs, nos gestionnaires à comprendre cette notion-là de cohabitation, de bonnes pratiques et de référentiels plutôt que de faire un choix sur un versus l'autre. Et s'assurer que pour chacun des processus à mettre en place, définir les bons contrôles. Si on veut s'assurer de la qualité, on doit également s'assurer de la traçabilité de certaines des activités clés et s'assurer que pour certaines de ces activités-là, ça laisse des traces et ça laisse des points de contrôle
pour assurer la décision adéquate prise au bon moment. Donc, on peut voir une des bonnes pratiques, celle dont on parle aujourd'hui, qui est ITIL, au centre, et on peut voir apparaître autour de ITIL certaines autres bonnes pratiques d'industrie, des référentiels. On peut penser à Resilia, qui est un cadre qui aide à implanter la sécurité informatique, qui se connecte à ITIL, à la gestion de services. On peut penser à PMBOK et Prince2, ou à l'approche agile, qui nous aide à orchestrer nos projets, que ce soit de projets en mode traditionnel ou en mode plutôt agile. Tout ça doit connecter avec la façon dont on voudra gérer nos services par la suite, la façon dont ces services-là vont atterrir en production. On peut avoir COBIT, on peut avoir Six Sigma, des processus ou des approches qui vont nous aider à soit à implanter la gouvernance et se préparer à faire face à la conformité ou à prévoir l'amélioration continue. Donc, toutes ces bonnes pratiques-là sont un peu comme on le représente en cohabitation et l'effort n'est pas de savoir là où on doit choisir un ou l'autre, mais plutôt de définir comment les différents processus vont devoir se parler un l'autre et s'intégrer sans causer de redondance d'activité, mais sans avoir des écarts entre les activités ou les contrôles nécessaires. Au niveau de choisir un peu comment procéder, souvent en commençant par les préoccupations les plus importantes de nos directeurs, que ce soit les directeurs d'affaires, que ce soit les directeurs au niveau du département informatique, on voudrait aller valider quelles sont les problématiques les plus urgentes à régler, tout en commençant à se préoccuper également d'une vision à long terme. Comment certains des processus utiles vont nous aider à résoudre peut-être la réputation que les TI peuvent avoir au sein de l'organisation. Dans certains cas, on peut peut-être subir les faits d'avoir manqué à des attentes de nos clients et peut-être on aura à rétablir certains de ces éléments-là de par la mise en place de certains processus. On peut penser peut-être au bureau de la relation client ou la gestion de la relation client peut être au sein de ces éléments-là également. Donc, dans ITIL, les 26 processus traitent d'attentes ou de difficultés particulières. Donc, choisir ceux qui sont les plus près des préoccupations qu'on vise et organiser notre programme sur ces processus-là avant tout. S'assurer que ceux-là vont livrer des résultats tangibles, visibles, qui vont résoudre les plus grandes problématiques, aller chercher la crédibilité auprès de notre département TI autant qu'auprès de l'organisation d'affaires et bâtir sur ces succès-là. Donc, souvent, ce sont des éléments qui vont être au cœur de la définition du programme, mais également de revoir le programme. Ce programme-là, souvent, va s'étaler sur un horizon de 2 à 3 ans, mais sera revu au bout des 12 premiers mois, simplement pour s'assurer que la liste initiale est toujours la bonne et réajuster le tir si jamais effectivement des nouveaux besoins ont ressurgi suite à la mise en place initiale des premiers processus. Certains des éléments aussi, définir comment le cadre de gouvernance de cette démarche-là va être mis en place. On peut penser déjà si notre intention est de procéder plus rapidement dans l'intention de continuer l'amélioration sur un horizon à plus long terme, il faut absolument inclure l'amélioration continue dans les premières étapes du programme, simplement pour assurer une plateforme qui va permettre à nos propriétaires de processus de faire valoir là où on en est dans le processus, là où il nous reste du chemin à faire, là où on a besoin de ressources additionnelles ou d'appui de la direction ou de la clientèle pour aller plus loin. Le processus et le cadre d'amélioration continue sont assez au centre de cette continuité-là, de cette démarche à long terme-là, pour aller plus loin que la mise en place soit de l'outil ou du processus et de pouvoir permettre au projet
de s'attaquer à d'autres défis tout en s'assurant que les premiers bénéfices vont continuer à avancer et à rester en place. Un des aspects que, comme l'écho du sondage l'indiquait, un des plus grands défis est de gérer le changement organisationnel, de le prévoir, de l'anticiper, de s'y préparer, de ne pas l'ignorer en fait. Beaucoup d'organisations sont optimistes face à leur gestion du changement organisationnel, souhaitent de tout cœur que le personnel va adopter de façon très facile, de façon très fluide, les nouvelles idées, la nouvelle technologie, le nouvel outil, mais ne pas les efforts nécessaires pour aider leur succès. Donc, de prévoir cet élément-là, d'anticiper les besoins, de valider les besoins de chacune des parties prenantes et d'anticiper la résistance. La résistance aura lieu, dans certains cas plus fortement que d'autres, mais ne serait-ce que le terme résistance peut être considéré dans un aspect négatif autant que dans un aspect positif. Il est acceptable de recevoir un questionnement de la part des gens qui vont recevoir les nouvelles idées, les nouvelles technologies, de comprendre pourquoi ces nouveautés-là viennent s'inscrire à l'intérieur de leur travail. Donc, il faut accueillir ces questions-là, il faut être prêt à y répondre, mais également gérer les éléments de résistance qui seront des fois anticipés. Être capable d'utiliser peut-être certains des éléments de résistance afin d'en faire des champions. Si on est capable d'adresser les préoccupations de ces gens-là, ils deviendront par le fait même probablement des gens qui vont faire la promotion de ce que ITIL peut amener au sein de l'organisation. Donc, on peut transformer des gens qui atténuaient un peu notre progression par des gens qui vont peut-être permettre d'aller plus loin de l'avant. Bâtir un plan de communication qui va permettre de bien impliquer, non seulement rejoindre, mais impliquer les différentes parties prenantes. Le plan de communication se fera dans les deux sens. Ce que nous devons communiquer aux gens, mais également prévoir ce que nous devons connaître de chacune des parties prenantes. C'est un des éléments également forts de la nouvelle approche Practitioner ITIL, de prévoir cet élément-là, les mécanismes de communication dans les deux sens, prévoir les bons moments de communication. Et on dit souvent de prévoir la fréquence. Dans mon troisième point dans l'acétate, on dit communiquer, 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 pas nécessairement en quantité, mais plutôt dans la pertinence de la communication, dans la fréquence, dans le niveau du message, dans la mécanique d'envoi du message, de prendre un peu de temps à prévoir tout ça pour être plus performant à l'approche et durant la mise en place, va vraiment permettre de récolter des fruits, des bénéfices beaucoup plus grands lors de la mise en place du processus. Comprendre également les besoins de formation. Certaines communautés d'utilisateurs peut-être sont moins habilotées à utiliser certaines interfaces. Si on amène certains des gens à utiliser de nouveaux moyens de faire leur travail, prévoir l'ampleur de ce changement-là. Et si une formation est nécessaire, ne pas sous-estimer l'effort requis pour encadrer ces gens-là à adopter et utiliser adéquatement la technologie. De pousser un outil sans former le personnel qui va en faire l'usage va souvent résulter par de la résistance additionnelle, du travail mal accompli, des objectifs mal atteints parce que on a essayé d'aller trop rapidement vers à travers la dernière étape qui est d'amener le personnel à bien utiliser à travers justement des éléments de formation adaptés, que ce soit à travers une capsule, que ce soit à travers une formation très interactive qui les amène à voir le cheminement d'un incident ou d'un billet de bout en bout. Ces éléments-là vont être importants pour
qu'on comprenne non seulement son rôle dans le processus, mais également la chaîne complète et de savoir quel est le résultat final de tout l'exercice. Soyez transparent dans votre approche, soyez à l'écoute, prévoyez les mécanismes qui renforcent cette transparence-là et qui renforcent cette écoute-là. Prévoyez des tables de discussion, prévoyez des tables pour recevoir des rétroactions ouvertes. Prenez en charge de ces rétroactions-là, répondez à celles-ci, tous les facteurs qui vont assurer une meilleure écoute des gens avec qui vous allez vouloir travailler et renforcer votre collaboration par la suite. Dans un souci d'amélioration, on parle d'une mise en place durable, mise en place d'un cadre de gouvernance, mise en place probablement peut-être d'une équipe qui va assurer la qualité des services informatiques. J'ai mentionné le rôle d'un SMO dans un département informatique et ces parties de l'organisation-là comprennent habituellement un rôle important comme celui qui va être porteur, qui va faciliter l'amélioration continue. On parle du rôle de gestionnaire de l'amélioration continue. On parle à travers le SMO de la mise en place d'un registre de l'amélioration continue. On parle d'un registre CSI qui va être le dépôt de toutes les idées, des suggestions d'amélioration, la priorisation de ces idées d'amélioration-là, peuvent s'inscrire à même votre outil ITSM, peuvent s'inscrire dans un mécanisme à part, mais de le prévoir. Comment exploitera-t-on la structure d'amélioration continue? Pour chacun des processus, on verrait à définir les rôles clés comme le propriétaire de processus. On sait les règles de l'art. Un seul propriétaire par processus. Le propriétaire sera celui qui va prendre les décisions, prioriser les initiatives d'amélioration, devoir faire des compromis pour assurer l'atteinte des résultats, mais aussi assurer l'adoption au sein des équipes. Donc, peut-être faire des compromis sur la théorie afin que ça atterrisse bien en production et peut-être prévoir une évolution future du processus. Donc, propriétaire du processus assure l'évolution du processus. Les gestionnaires du processus, on parle souvent qu'un processus dans une grande organisation, un grand département informatique, plusieurs gestionnaires feront partie de la table de conception et d'amélioration du processus. Donc, le propriétaire sera entouré de plusieurs gestionnaires, des fois peut-être une dizaine de gestionnaires qui, chacun d'eux, auront la responsabilité de soulever leurs propres préoccupations pour leurs équipes, mais également de promouvoir les décisions qui ont été prises au sein de leur propre équipe et de faire atterrir adéquatement les principes qui auront été adoptés ou qui auront à être implantés pour nous permettre de fonctionner ensemble de façon plus adéquate. Pour chacun des services, des rôles à nouveau, propriétaire de processus, le nommer, qui sera le gardien officiel, à nouveau, un seul propriétaire du service par service, qui amènera à la définition officielle du service qui sera inscrit à l'intérieur du catalogue de services. Définir également le mécanisme d'amélioration, les indicateurs de performance qui seront associés à ce service-là pour nous assurer que le service rend la valeur première et progressivement d'aller rajouter des éléments qui renforcent, qui enrichissent la qualité, la résultante et la valeur du service. On peut penser peut-être que dans une définition initiale d'un service, peut-être on va faire fi de caractéristiques comme du coût de livraison du service, comme peut-être des caractéristiques de performance du service, peut-être sur les plages de maintenance prédéfinies pour un service, peut-être ne feront pas partie de la définition initiale. Par contre, au fil du temps, on voudrait aller travailler sur ces caractéristiques-là et au bout d'un certain temps, être capable de faire évoluer la définition du service. Donc, tout ça sera pris en charge par le propriétaire du service qui travaillera avec chacun de des intervenants dans la chaîne de service pour s'assurer que la définition est bien pertinente.
peut-être pour parler légèrement ou rapidement de la nouvelle. Je ne sais pas si c'est en passant, je vois sur mon image que je semble être figé. Je ne sais pas si c'est le cas de votre côté, mais je vais assumer que vous êtes capable encore de suivre la discussion et peut-être que mon image continue à suivre les paroles. Donc, on a vu en début 2016 l'arrivée d'une nouvelle publication et d'une nouvelle certification que Axelos a introduit. Cette nouvelle certification-là vient s'inscrire à même d'autres certifications qui existaient déjà, comme les fondations utiles, comme les cours intermédiaires. Donc, la nouvelle publication qui est basée sur, on va l'appeler l'approche practitioner ou l'approche conseil utile, qui reflète tous ces éléments-là qu'on vient peut-être de toucher aujourd'hui. Certains des principes directeurs à la base de pourquoi est-il livre tant de valeur aux organisations, l'importance de l'amélioration continue, l'importance de certains indicateurs et du cadre de gestion de ces indicateurs-là, le mécanisme de communication, l'approche par gestion du changement organisationnel qui va assurer une meilleure adoption. Donc, cette publication-là a été très, très, très bien accueillie dans l'industrie. C'était quelque chose qui répondait à un manquement, je dirais, peut-être, sur les publications d'origine. Et rapidement, Axelos a également introduit une nouvelle certification sur un cours de 2 jours qui permet d'inscrire ces éléments-là et de permettre aux professionnels en informatique de bien les comprendre, ces principes-là, et d'aller obtenir une certification qui même s'inscrit à l'intérieur de la nouvelle structure de certification utile. On retrouve les anciennes formations et certifications. On peut voir à gauche du diagramme le cours et la certification fondation. On peut voir 2 cheminements, soit le cheminement par formation par aptitude ou formation avancée par état de cycle de vie, mais on voit également au centre de tout ça la fameuse certification Practitioner Utile qui vient rajouter les éléments d'adoption des bonnes pratiques. Ce cours-là vaut 3 crédits, peut être utilisé peut-être en remplacement d'un des cours intermédiaires qui peut-être ne répond pas nécessairement à vos besoins premiers si jamais votre démarche désire être appuyée par des éléments justement de connaissance et de formation. Est-ce que le livre est disponible en français? On vient de m'amener une question. Oui. Il y a des efforts, il y a des activités de traduction sur le livre. On nous a annoncé la publication au mois d'avril. Axelos est en train d'y travailler. Peut-être qu'il y aura des petits décalages ou retards, mais définitivement, printemps 2017, le livre verra le jour en français. J'ai participé à certains ateliers de validation de certaines des expressions pour s'assurer que la traduction française serait acceptable au Québec. Plusieurs des conseillers dans l'industrie au fil du temps ont travaillé avec Axelos ou avec le gouvernement britannique par le passé pour s'assurer que les traductions auraient un certain accueil en français au Québec. On le sait, il y aura des traductions en français international, mais il reste que on s'attend à voir la publication en français et ça veut dire probablement quelques mois après, les examens en français également verront le jour. Donc, on est rendu à la partie, j'avais promis 10 minutes environ pour peut-être répondre à certaines questions à la fin. Je vais aller voir peut-être certaines des questions qui peuvent... donc, je ne sais pas si on peut retrouver des questions de la part de...
Donc, on nous dit qu'il n'y a pas de questions nécessairement qui sont rentrées pour l'instant. On va peut-être laisser quelques secondes, des fois que des questions peuvent sortir. On nous demande, est-ce qu'un propriétaire de service peut être aussi un propriétaire de processus? Oui, ce ne sont pas des rôles qui sont contradictoires. On peut jouer le rôle dépendamment de la grosseur de l'organisation. Quelqu'un peut être gardien des façons de faire encadrant un processus particulier, mais également peut être propriétaire d'un service. Je peux penser, quelqu'un peut être assez près de la mécanique de livraison du courriel et pourrait être également quelqu'un qui est au cœur des activités de mise en production. Il pourrait porter les chapeaux de façon en parallèle. Dépendamment de la grosseur de l'organisation, dépendamment de l'implication du rôle, là, à ce moment-là, c'est plutôt un facteur de déterminer est-ce que la charge de travail peut être tenue par une seule et même personne. Plus un rôle de propriétaire va jouer un rôle impliqué, plus il va travailler avec ses gestionnaires de processus, si jamais on parle d'un propriétaire de processus, plus ça va lui demander de temps à jouer son rôle et non pas seulement être un propriétaire de processus réactif, mais plutôt impliqué qui va faire avancer les choses, qui va pousser les processus à s'améliorer et non pas attendre que les choses brisent. Donc, souvent, il y a possibilité, par contre, possibilité de jumeler en étant soucieux de ne pas surcharger certaines personnes avec trop de chapeaux. Donc, on nous dit qu'il y a des questions qui... attendez que je maîtrise la technologie pendant qu'on... on nous dit... Pardon, je n'étais pas sur la bonne. OK. Donc, on va commencer par... est-ce qu'on peut implanter ITIL pendant qu'on est en plein projet TI? Tout à fait. On n'arrête pas la vie parce qu'on veut implanter ITIL. La seule chose, des fois, on va même vouloir profiter de l'adoption de l'arrivée d'un projet particulier et vouloir introduire les principes ITIL à travers l'adoption de ce nouveau projet-là. J'ai travaillé avec des organisations qui ont profité de leur rehaussement réseau pour introduire certains des principes de gestion de capacité, de gestion des incidents, de gestion des changements pour assurer l'adoption de par l'arrivée d'un gros projet. Donc, on profite de ces arrivées de gros projets TI-là pour peut-être renforcer, faire la promotion des principes et s'assurer qu'ils trouvent place à travers des plateformes très, très, très visibles au sein de l'organisation. Donc, j'espère que ça peut répondre à cette question-là. Donc, il y a une question qui dit, est-ce qu'on aborde ITIL comme étant un projet en tant que tel? Et les bonnes pratiques, si je comprends bien la question, les bonnes pratiques, oui. Dans une grosse organisation, souvent on va vouloir, et même dans une petite organisation, on va vouloir formaliser l'adoption de ITIL de par la mise en place d'une structure de projet. Dans une grande organisation, ça voudra dire avoir un chef de projet, ça voudra dire avoir un budget, ça voudra dire avoir des échéanciers, ça voudra dire avoir des livrables. Dans une petite organisation, peut-être, la définition d'un projet veut dire autre chose. Peut-être l'échéancier sera défini à plus haut niveau. Peut-être les objectifs vont être définis de façon un peu plus intangible dans certains cas, mais il reste que, peu importe la nature, il est recommandé d'encadrer l'adoption ITIL, souvent sous l'approche projet, adaptée à la réalité de l'organisation. Je pense, je vais essayer de regarder, on me dit une autre question. Est-ce que la méthodologie KCS utilisée conjointement avec ITIL a déjà été apparentée par votre entreprise et si oui, donne-t-elle des résultats quantifiables?
Malheureusement, je vais devoir faire un peu plus de recherche sur cette approche-là. Je connais KCS. Je n'ai pas eu à l'implanter en parallèle avec Etil, mais je pourrais peut-être consulter les forums auxquels j'appartiens et voir si je peux offrir certains éléments de réponse dans cet élément-là. Une dernière question peut-être. Euh, on nous parle de certains outils. Je peux difficilement élaborer sur la pertinence de certains outils de façon ouverte ou sans prendre le temps de comprendre le besoin ou l'adaptation de l'outil à votre besoin. Est-ce que l'adoption d'ITIL peut se faire en mode agile versus plutôt qu'en implantant, plutôt que de s'implanter, d'interagir? Que simplement s'interagir. Oui, on voit de plus en plus des approches agiles et un peu l'approche qu'on voit présenter s'appuyant sur la présence du cadre d'amélioration continue permet d'avoir une adoption plus légère au départ et de permettre à la structure d'amélioration continue de prendre la suite des choses. Donc, permet d'aller plus rapidement à la livraison des résultats minimums et de s'assurer que par la suite, les propriétaires de processus, les propriétaires de services pourront faire évoluer par la suite et au lieu d'introduire de grosses améliorations, ce seront des petites améliorations qui doivent s'exécuter dans des horizons de temps de quelques jours seulement. Donc, d'avoir une cadence accélérée sur l'adoption et la mise en place. Donc, tout à fait, et on voit ça de plus en plus dans les dernières implantations des dernières années. Donc, il y a évidemment plusieurs autres questions que je n'ai pas eu la chance de répondre. Ce que je prendrai le temps, évidemment, c'est de lire chacune de vos questions, d'y répondre. Ça me prendra peut-être quelques jours avant d'y répondre à tous, à toutes les questions. Et par la suite, il y aura un envoi du copie de l'enregistrement du webinaire. En espérant que vous avez trouvé ce que vous recherchiez de par la participation au webinaire et au plaisir de se revoir en 2017, que ce soit ici chez Technologia, que ce soit dans des conférences auxquelles je participe régulièrement, au plaisir de vous voir tous. Merci et bonne fin de journée.